بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble la partie numéro 2 du chapitre 3, mesure de température et les capteurs thermiques. Nous sommes arrivés ici à cet exercice qu'on va le faire dans la prochaine séance. Nous sommes arrivés au thermomètre à résistance. Vous avez que la résistance électrique d'un condensateur métallique croît avec la température. Cette variation est parfaitement réversible. On peut établir une relation R en fonction du temps entre la résistance grand R et la température T. Pardon, ce n'est pas le temps, c'est la température. Et repérer ainsi par T des mesures de R et on va constituer pour cela des sondes appelées thermosondes à résistance ou bien des sondes à résistance. Elles sont incluses dans un ensemble de mesures et éventuellement la régulation qui constitue un thermomètre à résistance. Donc, vous avez R égale, R0, c'est la résistance à 0 degré Celsius. La résistance, elle est calculée en ohms, multipliée par 1 plus AT plus BT carré plus CT cube. T, c'est la température en degrés Celsius. Et R, c'est la résistance à température T, en ohms bien sûr, et A, B, C sont des coefficients positifs spécifiques au métal. Ici, par exemple, vous avez la sonde PT100 avec un câble de liaison et un instrument de mesure pour constituer une chaîne de mesure. Nous avons que les métaux les plus utilisés pour la fabrication des sondes à résistance sont le cuivre, le nickel, le platine et l'indium. Le choix du type de métal dépend du milieu et du domaine de température où il sera utilisé et de qualité particulière recherchée, bien sûr. Dans une plage de température qui s'étend d'environ moins degrés Celsius jusqu'au voisinage de 650 degrés Celsius, la valeur de la résistance RT d'un fil de platine très pur permet de définir sa température au moins de 0,1 degré Celsius près, bien sûr, à partir de la formule ce qu'on appelle de calendaire Van Dalen. Donc, vous avez RT sur R0 est égal à 1 plus alpha multiplié par T moins gamma de T moins 100 sur 100 multiplié par T sur 100 moins bêta par T moins 100 sur 100 par T sur 100, le tout élevé au cube. R0, c'est la résistance mesurée à 0 degré Celsius. T, c'est exprimé en degrés Celsius et bêta égale à 0 pour des températures supérieures à 0 degré Celsius. Cette expression peut encore être écrite sous la forme suivante. Donc, vous avez R de T égale à R0 multiplié par 1 plus AT plus BT carré plus C multiplié par T moins 100 par T cube. Sachant que A égale à alpha multiplié par 1 plus alpha sur 100, B égale à moins alpha par gamma par 10 puissance moins 4, C égale à moins alpha B bêta par 10 puissance moins 8 pour T inférieur à 0 degré Celsius et C égale à 0 pour une température qui est supérieure à 0 degré Celsius. Nous avons le facteur gamma et bêta peuvent être calculés en utilisant respectivement la température d'ébullition du soufre, 446-6 degrés Celsius, et la température d'ébullition de l'oxygène, qui est égale à moins 182,95 degrés Celsius. Bien sûr, à pression atmosphérique normale. Le facteur alpha est aussi appelé coefficient de température ou bien ce qu'on appelle sensibilité thermique de la sonde de platine. Donc, il est déduit de la mesure des valeurs de résistance entre 0 degré et 100 degrés Celsius. Donc, alpha égale à R de 100 moins R de 0 multiplié par 100 multiplié fois R0. Le métal est choisi selon la sensibilité, la fidélité, la linéarité. La sensibilité, c'est quoi? C'est toute variation de température qui entraîne une variation aussi grande que possible de résistance. Donc, vous avez des R sur dt, soit le plus grand possible. La fidélité, pour qu'un thermomètre à résistance soit fidèle dans un domaine d'application étendu, il faut que le métal qui constitue l'élément sensible soit exactement des défauts. Linéarité, c'est-à-dire ma fiche des défauts. La linéarité, pour faciliter les calculs des tables d'étalonnage
Par interpolation et le tracé des graduations des appareils à lecture directe, on aura dans ce cas-là l'équation R résistance en fonction de la température qui relier la résistance à la température doit être le plus simple possible, c'est-à-dire la plus proche possible de l'équation d'une droite. On sait que le platine peut être obtenu avec une très grande pureté, ce qui permet de fixer une bonne précision des propriétés électriques. Son énergie chimique et l'absence de modification cristalline assurent la stabilité de ses caractéristiques électriques. Les centres de platine sont utilisés entre moins 200 à 1100 degrés Celsius lorsque leur enveloppe de protection le permet, bien sûr. L'intérêt d'un nickel réside dans sa grande sensibilité thermique. Par contre, sa réactivité chimique risque d'oxydation en particulier peut affectuer sa stabilité. La limite en général à son utilisation à des températures qui sont moins ou bien inférieures à 180 degrés. Le cuivre présente une très grande linéarité de variation thermique de résistance. La réactivité chimique limite son utilisation à 150 degrés Celsius. Voici un exemple dans ce tableau de quelques métaux qui sont plus utilisés pour la fabrication des sondes à résistance. Donc, vous avez le cuivre, nickel, platine et l'indium. Le domaine d'utilisation du cuivre varie de moins 190 à plus 150, nickel de moins 60 à 180, la platine moins 250 à 1100, l'indium de moins 269 à 27. Pour le platine, on distingue trois types de thermomètres à résistance. On trouve les thermomètres de référence au étalon primaire, les thermomètres ou bien les capteurs industriels et les capteurs de grande série. Donc, un thermomètre de référence devra présenter les qualités essentielles d'un étalon, qui sont la fidélité et la précision absolue sur un large domaine de température. Ce type de thermomètre est uniquement à la portée des laboratoires de grandes institutions nationales ou bien internationales pour servir comme référence de contrôle des autres types de thermomètres. On va prendre l'exemple. Donc, quelle est la température d'une PT 100 à 100 degrés Celsius? Dans ce cas, vous aurez A égale à 3 par 3,908 par 10 puissance moins 3, B égale à 5 par 8,8 par 10 puissance moins 7 degrés Celsius. On aura RT est égal à R0 plus 1 AT plus BT0. Et voici le tableau, un tableau qui résume les valeurs primaires de la résistance d'une sonde PT en ohms par unité de degrés Celsius. Pour l'effet thermoélectrique maintenant, on va commencer par l'effet Chebeck ou effet thermoélectrique. Le thermocouple, c'est un instrument qui permet de mesurer des températures constituées de deux conducteurs filiformes de nature différente, de deux métaux différents, dont les extrémités sont reliées entre elles 2 à 2 par des soudures. Une soudure est placée sur le point dont on veut mesurer la température, l'autre étant maintenue à une température fixe. La différence de température entre les deux soudures engendre une force électromotrice qui peut être mesurée. Si on va considérer un circuit fermé appelé thermocouple, formé de deux conducteurs métalliques A et B, soudés à leur extrémité, c'est en portant l'une des soudures ou bien jonction à une température Q, l'autre étant maintenue à une température différente Q', qu'on peut observer le passage d'un courant électrique en l'absence de tout générateur électrique. On va attribuer ce courant à l'apparition d'une force électromotrice thermoélectrique qui dépend des températures Q et Q' et la nature de deux conducteurs A et B. Quelles sont les lois de circuit de thermocouple? Dans la pratique, il est rare que les circuits thermoélectriques soient simplement constitués de deux conducteurs uniques et que d'autre part, il n'existe pas de jonction à des températures Q de seconde différentes de Q et Q'. Par exemple, d'intercaler dans le circuit un appareil de mesure qui va réaliser l'un ou l'autre des deux cas mentionnés ci-dessous. Les lois suivantes permettent de résoudre de tels problèmes.
Maintenant, quelles sont les lois de température intermédiaire si on va considérer un thermocouple A et B avec des températures Q prime et Q seconde. Dans ce cas, on doit passer par les relations suivantes pour le calcul de la tension, de la température à la fin. On va voir un autre exemple de des capteurs de température ou bien des capteurs thermiques. C'est bien ce qu'on appelle le péromètre optique. Quel est son principe? Nous avons que tout corps à une température supérieure à zéro absolu émet un rayonnement constitué d'un ensemble de radiations dont les longueurs d'onde appartiennent au domaine infrarouge ou visible du spectre électromagnétique. Ce rayonnement dépend de la nature, de l'état de surface et de la température du corps. La pyrométrie optique consiste à déterminer la température en mesurant le rayonnement émis. L'intérêt de la pyrométrie optique est de permettre la détermination d'une température sans contact avec l'objet, donc une méthode appropriée quand les conditions expérimentales n'autorisent pas l'utilisation de capteurs thermométriques classiques. Pour des températures très élevées, supérieures à 2000 degrés Celsius, donc on va faire des mesures à grande distance, environnement très agressif, pièces en mouvement, localisation des points chauds. Pour les lois du rayonnement thermique, ces lois sont d'abord établies pour un corps idéal. Le corps noir, le rayonnement thermique d'un corps réel se rapproche plus ou moins de celui-ci du corps noir. On définit le corps noir soit comme étant un corps qui absorbe tout le rayonnement qui lui parvient et on réfléchit ou on se transmet rien, soit comme un corps qui émet à chaque température considérée la plus grande quantité de rayonnement thermique à toute longueur d'onde. C'est pourquoi il est utilisé comme référence à laquelle on compare les caractéristiques de rayonnement des autres corps. Voici un résumé de notre chapitre. Donc, nous avons plusieurs instruments de mesure et on va voir ensemble quels sont les avantages, les inconvénients et les domaines d'utilisation. On va commencer par les thermomètres à dilatation de liquide. Leur avantage, c'est bien, nous avons une simplicité d'emploi, des prix qui sont modestes, des grandes sensibilités. L'inconvénient, nous avons la fragilité, le temps de réponse assez élevé, faible étendue de mesure. Les domaines d'utilisation, donc mercure, il varie de moins 39 degrés Celsius jusqu'à 600 degrés Celsius. Pour les thermomètres à dilatation de solide cette fois-ci, donc l'avantage c'est bien, ils ont des bilames échelle linéaire, peu coûteux, robustes. Donc l'avantage t'as les bilams, qui sont des thermomètres à dilatation solide aussi, l'échelle linéaire, peu coûteux et robustes. Les thermomètres à tige, ils ont une échelle linéaire. Pour les bilames, ils ont l'inconvénient, la sensibilité à la surchauffe. Pour l'inconvénient des thermomètres à tige, nous avons la fragilité, ils sont assez chers. Les domaines d'utilisation des bilames, c'est moins 50 degrés Celsius à 200 degrés Celsius. Pour les thermomètres à tige, donc nous avons de 0 degrés Celsius à 900 degrés Celsius. Maintenant, pour les thermomètres à dilatation de gaz, l'avantage, ce sont des appareils simples, robustes, peu coûteux, échelle linéaire étant de réponse intéressant. L'inconvénient, c'est bien dimension extérieure de tube élevé, donc diamètre de 15. Domaine d'utilisation de moins 100 à 650 degrés Celsius. On passe maintenant au thermomètre électrique à résistance. L'avantage, un faible encombrement, donc diamètre inférieur à 2 mm, une gamme de température importante, mais l'inconvénient, le prix est assez élevé, les échelles linéaires et les dimensions sont importantes.
La platine entre moins 200 à 100 degrés Celsius, le cuivre moins 130 à 180, nickel de moins 130 à 250. Maintenant, pour les thermomètres électriques à thermistance, l'encombrement très réduit, les échelles, l'avantage, mais l'inconvénient, ils ont des échelles non linéaires. La plage de variation, c'est moins 120 degrés à 500 degrés Celsius. Si on va parler maintenant du thermocouple, les couples thermoélectriques, l'avantage, ils ont une gamme de températures très importante et des mesures ponctuelles. Mais leur inconvénient, toujours l'échelle non linéaire, qui nécessite un étalonnage en plusieurs points. Et l'inconvénient aussi, c'est qu'ils sont instables au-delà de 1500 Kelvin. Voici leur variation de température entre le cuivre et le constantin, le fer et le constantin, le nickel, etc. Chrome avec le nickel allié, le platine rodé avec le platine. On termine avec les pyromètres. L'avantage, accession à haute température, la durée de vie illimitée, la grande souplesse d'utilisation, des mesures sans contact et des temps de réponse très faibles parce qu'ils sont cooptiques. Étalonnage délicat, l'inconvénient dépend du milieu visé. Leur plage de variation commence de 500 degrés à 2000 degrés Celsius. Nous sommes arrivés à la fin de ce troisième chapitre pour le mesure de température et capteur thermique. Je vous remercie infiniment pour votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah, on va entamer ensemble le chapitre numéro 4. Merci beaucoup et à la prochaine.